Et bonjour et bienvenue à Pas le temps de jouer, le podcast des explorateurs du backlog. C'est toujours Bruno, on est la fin du mois de mars. Et donc c'est mon épisode mensuel. J'avais prévu à la base de parler de certains jeux auxquels j'ai joué en 2025. Je vais m'y tenir, mais pour un seul des deux. Je vais vous parler aujourd'hui, parce que j'ai un autre jeu qui est arrivé dans mon planning, il faut absolument que j'en parle tant que c'est frais, et qui correspond au thème en plus du podcast, donc c'est bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de nostalgie, de la nostalgie et des deux façons très différentes dont elle s'exprime dans les deux jeux en question. Je vais parler de Robocop et de Tunic. Donc, grand écart vidéoludique aujourd'hui, deux jeux que tout oppose, si ce n'est leur, je vous dis, le seul point commun que j'ai trouvé entre les deux, c'est le côté nostalgique. On va commencer par Robocop. Qui est un jeu développé par un studio, je sais plus exactement le nom du studio, qui nous avait déjà fait un Terminator Renaissance et un Rambo, je crois. Donc c'est un studio qui est habitué à racheter des vieilles licences des années 80 et nous en faire un jeu compliqué. Les précédents jeux du studio étaient pas fous du tout. Alors le Rambo était carrément catastrophique. Terminator était au mieux passable. Je le sais puisque je dis jouer après Robocop, c'est une catastrophe. Voilà. Mais le Robocop qu'ils ont sorti est un jeu qui mérite d'être observé. Alors, on va rentrer dans le jeu. Donc c'est dans le corps du truc. C'est un FPS, vu très bien, vous incarnez donc directement Robocop. C'est inspiré des films de Verhoeven, et pas ni du 3 avec son ton plus léger, ni de la série qui avait un ton beaucoup plus... comment dire, family compatible, et encore moins du reboot récent. On est vraiment dans la version Verhoeven extrêmement violente et extrêmement crue, avec ce Détroit des années... de ce qu'aurait pu devenir le Détroit à la fin des années 80, donc avec un monde, une société OCP qui contrôle tout, donc qui a privatisé la police, un monde complètement livré au crime et à la pauvreté et à la drogue, voilà. Et c'est un FPS qui est intéressant parce que il va à l'encontre totale de tous les FPS de ces dernières années, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose de très rapide et de plutôt nerveux, avec des mouvements fluides à la... tous les FPS n'ont pas pris le chemin de Doom 2016, mais on va retrouver quand même souvent une fluidité dans les mouvements, dans la façon de progresser, des mouvements à la Battlefield en fait. Les deux grandes écoles aujourd'hui, pour moi, de FPS, ce sont ça. Sachant que les Call of Duty, pour moi, ont dérivé progressivement vers un gameplay ce côté body awareness qu'on avait dans les Battlefield et les Mirror Edge. Donc voilà, c'est pour moi les deux grandes familles. Et lui, il fait un truc qui est complètement à part. Vous incarnez littéralement un tank. Robocop est le jeu est grosso modo divisé en deux phases. Vous avez des phases d'enquête dans des petites zones ouvertes. Vous allez avoir un certain nombre d'objectifs à résoudre avec des quêtes annexes, ce genre de choses. Où là, il y a très peu de combats, il peut y en avoir dans certaines quêtes, mais fondamentalement, vous allez surtout faire des enquêtes qui vont en général suivre des indices d'un point A à un point B, parler à des PNJ, et ça s'arrête là. Et des phases d'action pure, où là, comme je vous dis, vous êtes un tank. Vous avancez à 2 à l'heure, même quand vous courez, vous allez probablement moins vite que le personnage de Doom quand il marche. Et le but n'est pas du coup d'esquiver grand chose, le but c'est de viser, de tuer les ennemis le plus vite possible. Et pour ça, le jeu arrive quand même à vous faire... Il y a un vrai sentiment agréable dans ce gameplay-là, qui est, voilà, on n'esquive pas fondamentalement les choses, mais on priorise ses cibles. Il arrive suffisamment à varier les scènes pour que ce soit grosso modo intéressant. C'est pas le jeu du siècle, hein, soit dit en passant, mais c'est un jeu très correct, et surtout, il fait quelque chose, et c'est pour ça que je voulais en parler là. Si vous avez une certaine nostalgie par rapport à ces Robocop-là, c'est-à-dire si ce sont des films qui vous ont marqué pour leur qualité, puisque objectivement aujourd'hui on peut le dire, enfin moi je suis un aficionados de Verhoeven et je pense que je suis pas le seul du tout, c'est plutôt reconnu, que ce sont des très bons films de science-fiction avec un ton, même s'il est très cynique et très violent et très dark, il y avait quand même quelque chose de très intéressant dans ce qu'il disait. Et le jeu arrive vraiment à bien reproduire ça. On retrouve dans l'écriture des quêtes et des quêtes annexes
C'est vraiment ce côté à la fois débile, cynique et critique des années 80 et du capitalisme des années 80. Et ça marche très très bien. C'est un jeu qui ose être extrêmement violent et extrêmement gore, ce qui édulcore pas du tout le Robocop des années Verhoeven. Voilà, après c'est pas le FPS le plus fou du temps, mais il boucle en 7 heures, et c'est 7 heures très agréable. Donc si vous l'avez en solde, et que vous voulez vous faire un petit trip nostalgique, franchement, ça vaut le coup. J'ai moins aimé les phases d'enquête, mais principalement parce que le déplacement est quand même, encore une fois, on pilote un tank et qui va pas vite. Et donc quand on se retrouve à faire des allers-retours dans la ville, c'est assez vite, ça peut être assez chiant. Mais au-delà de ça, c'est un jeu qui vraiment, il est beau, graphiquement, il fait juste ce qu'il faut. C'est pas le jeu le plus optimisé du monde, mais ça marche quoi. C'est doublé entièrement. Les dialogues sont turbo débiles et ça marche. L'action, il propose quelque chose qui est à lui. Et c'est un petit bonbon nostalgique comme ça, tel qu'aurait pu être n'importe quel jeu Robocop, mais on n'en a pas eu beaucoup des bons jeux Robocop en réalité. Donc voilà, ça c'est pour le côté nostalgique de ces années-là. Et du coup, je vais arriver sur mon deuxième jeu qui n'a absolument aucun rapport, ni de près ni de loin, avec Robocop, n'est-ce pas, qui est Tunic. Tunic, c'est quoi? Alors, c'est un jeu en 3D, mais avec une perspective à l'isométrique. Et ça, c'est assez étonnant, d'ailleurs. Donc c'est en 3D vu de dessus, grosso modo inspiration Zelda 3, et c'est un jeu où vous incarnez un petit renard qui va devoir... il arrive, et puis progressivement, le monde va s'expliquer, les règles de ce monde-là vont s'expliquer de façon très, très étonnante. Fondamentalement, on est sur une action-aventure, comme je disais, à la Zelda 3, où le but va être des combats, en fait, des zones, vous allez devoir ouvrir progressivement un certain nombre d'accès ou activer un certain nombre de mécanismes dans le monde. Donc pour ça, vous devez comprendre comment accéder à la zone. Donc en général, dans la zone, vous avez des nouveaux types d'ennemis et un boss, beaucoup de secrets. Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est un jeu qui est nostalgique de par sa forme graphique, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment un côté... il m'a fait penser beaucoup à, comme je disais, ce que serait passé Zelda 3 dans Hyper Light Drifter. Alors Hyper Light Drifter, c'est un jeu en 2D avec des aplats de couleurs très, très saturés et des dégradés assez incroyables. Voilà. Je retrouve ça alors beaucoup sur la musique, entre autres avec Hyper Light Drifter, mais on retrouve le côté de la 3D avec des couleurs assez saturées, mais à la fois des formes géométriques assez simples, à un côté assez... unique, quoi. Il a une DA qui est à lui, il est absolument magnifique. C'est à tomber. La seule chose que j'aime pas dans le jeu, c'est fondamentalement le design des monstres que je trouve assez quelconque pour la plupart d'entre eux. Mais par contre, pour tout ce qui est décor, texture, jeu de lumière, et ainsi de suite, c'est un jeu qui est incroyablement maîtrisé. Vraiment, c'est un solo dev qui a fait ça, je crois. Il a eu de l'aide que pour la musique et quelques effets. Et c'est un travail incroyable. Le simple fait que déjà le jeu et en plus se permette de voir cette 3D isométrique et non pas 3D avec des perspectives classiques lui donne un charme fou. Et comme je disais, les effets de lumière, de texture, de couleurs, etc. sont d'une... Ça, c'est vraiment pour le côté forme. Donc sur cette forme-là, il a à la fois un côté très nostalgique où on retrouve ces petits mouvements, parce que clairement, comme je dis, c'est Zelda 3 l'inspiration, et ça se voit dans les petites animations, dans les petites choses. Par contre, d'un point de vue gameplay, il pioche à des choses beaucoup plus modernes. On retrouve, comme tous les jeux de ces époques-là, parce que c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années quand même, on retrouve beaucoup d'inspiration Dark Souls, avec de l'endurance, qui fait que vous pouvez pas dasher, une esquive qui est pas infinie du coup. Le fait de contrer les attaques avec votre bouclier va vous consommer de l'endurance, qui fait qu'au bout de 2-3 coups en général, vous vous retrouvez complètement découvert et vous allez encaisser le coup suivant et il va faire très très mal. Donc ces mécaniques de combat mangent à ça. Pour la petite anecdote, c'est un jeu que j'avais acheté à sa sortie, sur lequel j'avais pas accroché à l'époque, et que j'ai refait là, et que là pour le coup ça a tilté très 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 bien, et j'ai compris tout ce que voulait dire le jeu. Donc voilà, d'un point de vue gameplay, on est là-dessus. Des petites énigmes, de l'exploration, des combats, quelques objets qu'on va trouver. Là où le jeu fait très très fort, c'est, comme je disais, il exploite le côté nostalgie sur un autre prisme, et ça je l'avais pas vu venir comme ça. En gros, le jeu a un côté très méta, où il va vous faire découvrir dans le jeu des pages du manuel du jeu. Ça rejoint d'ailleurs le discours du jeu, mais le discours était plutôt cryptique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver une page de ce manuel qui n'est pas écrit
en français ou en anglais, elle est écrite dans une langue, dans la langue du jeu. Avec juste certains mots qui sont lisibles, et des annotations aussi, également. Des annotations au stylo bic, comme on aurait pu avoir si, en gros, votre grand frère vous avait prêté le jeu, en fait, avec le manuel sur lequel il avait pris des notes. Et en ça, le jeu a réussi à déclencher chez moi quelque chose que je m'attendais pas, c'est vraiment le côté nostalgie de ces jeux comme Zelda 1, qu'on découvrait quand on était gamin, dont le manuel était en anglais et dont on ne comprenait que certains mots, et donc on était obligé de se fier aux images et aux quelques mots qu'on avait compris pour essayer de recomposer ce que le manuel essayait de nous dire. Or, comme les jeux de l'époque, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées directement dans le jeu. Il n'y a pas de tutoriel dans le jeu vous expliquant, ou alors il y en a très très peu, juste au début, en gros on va vous expliquer comment taper, ça va s'arrêter là. Et du coup le jeu va vous laisser découvrir par vous-même ces interactions-là, ou via le manuel. Et ça introduit quelque chose que je trouve absolument génial, c'est que si vous avez déjà joué au jeu, le savoir vous l'avez, et rien ne vous empêche du coup de speedrunner le jeu complètement en ayant des connaissances qui vous permettent de progresser beaucoup plus vite. Alors que quand vous ne l'avez jamais fait, c'est en trouvant la page du manuel ou en regardant le manuel en détail parce que vous êtes bloqué et vous comprenez pas, et vous allez réexplorer ces pages du manuel, et d'ailleurs c'est un kiff, c'est incroyablement bien fait le fait de tourner ces pages de manuel, il y a vraiment un côté absolument extraordinaire, le manuel est magnifique en jeu, et vous allez tourner ces pages, vous allez voir une image qui va vous dire quelque chose, c'est souvent cryptique, vous avez souvent que la moitié de la page, pas l'autre moitié, c'est des doubles pages donc vous avez qu'une partie, et de là vous allez comprendre par exemple, j'en sais rien, une interaction particulière avec un élément du décor, qui était pas sur les touches classiques d'action, et en comprenant ça, vous allez vous débloquer tout un pan du jeu. Et le jeu m'a fait ça plusieurs fois, avec des interactions basiques que j'aurais pu faire dès le départ, parce que j'avais par exemple comment utiliser certaines ressources que j'avais amassées, et j'ai découvert ça que vers la moitié du jeu, quoi, plutôt un tiers. Et du coup, ça m'a débloqué énormément de choses, où j'ai pu faire progresser mon personnage de façon très rapide, alors que jusqu'à présent, j'accumulais ça sans comprendre du tout comment ça fonctionnait. Ça c'est le premier. Et le jeu fait aussi autre chose, alors ça m'a fait râler un nombre de fois incroyable, il profite de cette vue isométrique qui est fixe, vous ne pouvez pas déplacer la caméra, pour cacher énormément, alors à la fois de passages secrets qui vous donnent des petits bonus qui sont plutôt repérables, mais par contre ce qui fait très 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 bien, c'est cacher des raccourcis d'accès à des zones que vous allez découvrir à la fin. Je m'explique. Vous allez avoir le passage classique qui est bien visible, où vous avez des ennemis, des boutons à appuyer, des portes à ouvrir, etc. Vous faites toute la zone, vous affrontez un ennemi, vous récupérez un objet. Et sur le chemin du retour, il vous fait passer par un petit passage et vous déboulez derrière le décor sur un truc qui était caché par la perspective à la zone de départ. Et en fait, rien ne vous empêchait à la base de passer par là dans l'autre sens et donc d'atteindre directement l'objet sans avoir à vous taper toute la zone compliquée avec des ennemis, etc. Mais c'était tellement bien caché dans le décor que, franchement, à part une ou deux fois où vous allez tomber dessus, c'est quasiment impossible à trouver, quoi. Et le jeu fait ça très souvent, il le fait très très bien. C'est beaucoup d'effets de « Ah ouais, non mais c'est pas possible ». En fait, voilà, quand vous réalisez où vous ressortez, ça va vous faire un choc. Et ça, ça me fait à la fois pester, parce que vraiment le jeu en abuse, il le fait tout le temps, et à la fois je peux qu'être admiratif par le nombre de fois justement où vous le faites, et puis vous n'arrivez pas à vous penser tout explorer et avoir compris le truc et vous dire que là il y a un petit machin, mais non, en fait les vrais passages intéressants, il les planque vraiment bien, et il les planque dans des angles morts que vous ne voyez pas, ou sur lesquels il y a aucun intérêt d'aller, donc en fait vous allez même pas y penser, quoi. Et ça, franchement, là-dessus, respect sur le level design, c'est vraiment très très fort. Le jeu avait été beaucoup critiqué à sa sortie pour ses difficultés. En y rejouant, j'étais un peu étonné, parce que je le trouvais certes exigeant, hein, il y a certains boss qui m'ont bien fait transpirer des mains, mais je le trouvais pas si dur que ça, je me disais, oh, avec l'utilisation de certains objets, on s'en sort. Et puis je suis quand même tombé sur un passage où j'ai vraiment, vraiment galéré, et j'ai vraiment dû me faire violence pour pas arrêter le jeu, et sur lequel je suis tombé sur quelque chose quand même qui pour moi était un défaut de ce genre de jeu particulièrement. C'est quand vous arrivez sur un combat de boss par exemple qui est assez difficile, et le jeu a quand même pas mal d'objets qui sont des consommables, sur lesquels vous allez donc vous accumulez au fur et à mesure de votre partie parce que vous essayez de les économiser. Et pour ce boss là, vous allez les utiliser parce que franchement au bout du 4e ou 5e essai, vous dites que c'est quand même con de crever tout le temps avec de l'équipement, donc autant l'utiliser. Le problème c'est que si vous mourrez, c'est des consommables. Les consommables reviennent pas. Donc vous revenez à votre point de sauvegarde, et vous avez perdu les consommables, vous avez pas battu le boss, et ça,
ça fait que le combat devient de plus en plus difficile, en fait. Ou alors vous êtes obligé de repartir grinder des trucs. Et ça, c'est une mécanique de gameplay que je vois dans pas mal de jeux qui me saoule, particulièrement. Parce que j'ai été obligé de grinder, de partir de la zone, de grinder pour me refaire des items de recharge de mana pour revenir. Bon, c'est pas le défaut majeur du jeu, mais juste pour dire, il y a quand même certains passages qui, à la manette, sont sacrément velus et vont vous demander pas mal de persévérance et de compréhension. Après, il y a certains objets qui vous permettent de passer des caps beaucoup plus simplement, mais qui sont très rares. Et du coup, on va beaucoup hésiter, ou qui sont très chers, parce que vous pouvez en acheter beaucoup d'objets. Voilà, Tunic, c'est un jeu qui m'a enchanté, qui m'a fait suer, comme je dis, pour la difficulté, mais qui vraiment a réveillé chez moi ce côté, cette nostalgie de jeu que je pensais plus jamais revoir, parce que vraiment, aujourd'hui, la grammaire des jeux, on l'a quand on est quelqu'un comme moi qui joue depuis 30 ans aux jeux vidéo, plus de 30 ans. C'est rare de se faire surprendre là-dessus, et surtout arriver à éveiller ce côté-là chez moi de découverte, non seulement de l'exploration du jeu, mais en plus de ses mécaniques. Ça, j'ai trouvé ça très très fort. Parce que vraiment, ça m'a replongé dans cette époque-là, quoi. Alors, ça parlera pas à tout le monde. J'en ai discuté récemment avec un ado, où j'ai essayé de lui expliquer le jeu, et je me suis rendu compte que pour lui, en fait, ça va pas du tout lui parler. Ils ont jamais joué avec des manuels de jeu, ils ont quasiment jamais joué à ce genre de jeu. Donc ça s'adresse à un public assez restreint, mais si vous avez un peu joué aux jeux des époques 8-16 bits, d'aventure un peu touffu, où tout n'était pas expliqué, et il fallait découvrir des mécaniques soi-même, Tunic va réveiller ça, et c'est extrêmement fort, quoi. C'est extrêmement fort, et encore une fois, alors vraiment sur la partie graphisme, c'est simple, donc ça demande pas une énorme machine. Il est sorti d'ailleurs sur Switch, je sais pas ce que vaut le portage, mais il est sorti sur Switch. En revanche, c'est vraiment un jeu magnifique. D'une simplicité, mais d'une élégance de design à tous les niveaux, remarquable. C'est unique. Moi, je le conseille. C'est un jeu qu'on trouve pour une bouchée de pain, et qui est régulièrement soldé, donc si vous êtes un peu volontaire, allez-y, vous ferez vraiment plaisir, quoi. C'est tout pour moi aujourd'hui. On est le 31, je suis dans les temps, il faut juste que je finisse le montage. Je vous souhaite un bon mois d'avril, du coup, plein de blagues, j'espère pas trop nulles demain, et puis à bientôt. Une production T&B.